Est-ce que tu sais comment s'appelle la monnaie des anciens? Ça, c'est une anecdote que tu trouveras même pas sur internet. La monnaie des anciens s'appelle le Kuenama. Crois-moi, t'auras vraiment du mal à savoir où je l'ai trouvé cette anecdote. Salut les gars, aujourd'hui on s'attaque à la saison 1 de Stargate Atlantis et je me souviens très bien de ce 15 avril 2005 où je me trouvais devant ceci. Mes parents voulaient absolument regarder Patrick Sébastien sur la grande télé, donc j'ai dû regarder le pilote sur ce truc minuscule. Le pilote de la série a été diffusé le 16 juillet 2004 aux États-Unis, mais nous on a dû attendre presque un an pour le voir enfin débarquer sur M6. Stargate Atlantis, a Sci-Fi Channel original series, premieres Friday, July 16th at 9. J'avais tellement hâte de découvrir la cité, tout ce plan séquence dans la base et ce discours qui me semblait interminable jusqu'à ce qu'enfin on traverse la porte avec Shepard, l'émerveillement avec ce grand escalier qui s'allume, et ensuite les consoles, cette pénombre qui diminue au fur et à mesure pour dévoiler ce décor de ouf. Et même là, les scénaristes nous font languir en ne dévoilant toujours pas comment est la cité de l'extérieur. Pour une raison vraiment évidente, elle est sous l'eau. Et ce n'est qu'à la fin qu'on découvre vraiment avec panache cette cité qui transperce l'eau. Émerveillement communicatif qui ne souffre pas de la barrière de la langue lorsque Zelenka l'explique en fin de saison. C'est une série très appréciée, mais je la considère comme la moins bonne des 3 séries Stargate. Je suis un vrai fan pur et dur de la franchise, mais j'arrive quand même à voir ses défauts, qui seront au nombre de 3 et promis ensuite je parlerai uniquement des qualités de la série. Premier point négatif, sa similarité avec SG1. Même la première fois que j'ai vu le pilote, j'ai senti qu'il était construit comme le pilote de SG1. Avec ce voyage vers une planète, et soudain ils sont attaqués par un ennemi qui traverse la porte et emporte plusieurs membres de l'équipe. Ensuite, ils doivent les récupérer et vite quitter la planète en forçant le passage. Et ce n'est pas que le pilote, il y a beaucoup d'épisodes très similaires qu'on avait déjà pu voir dans SG1. Mais sur ce point précis, j'en parlerai dans les épisodes suivants. Je crache un peu sur le pilote, mais il faut savoir qu'ils l'ont fait dans la précipitation. Ils construisaient le décor d'Atlantis en même temps qu'ils écrivaient le script. Le script final du pilote n'a été fini que 7 semaines avant le début du tournage, ce qui est vraiment très peu. Raison pour laquelle les 2 épisodes après le pilote se déroulent exclusivement sur Atlantis, car les tournages en extérieur demandent beaucoup plus de temps de préparation. Et ils ont vraiment pas mal enchaîné puisque les 11 premiers épisodes ont été tournés avant même que le pilote ne soit diffusé. Ils avaient dans l'idée qu'Atlantis se trouvait en fait depuis le début sous la glace en Antarctique. Mais ils ont préféré déplacer la cité dans une nouvelle galaxie pour reprendre l'aventure à zéro. Et contenter ainsi certains fans qui voulaient que Stargate retrouve son côté exploration de nouvelles planètes. Dans SG1, les premières saisons se concentraient sur des explorations de nouvelles planètes ou des épisodes centrés sur la porte des étoiles. Pour Atlantis, c'est exploration de la cité et exploration de cette nouvelle galaxie. Très bien défini dans les titres, car la taille de police était égale entre Stargate et SG1, alors que le mot Atlantis est plus gros. Dans cette série, la porte des étoiles est surtout un accessoire. Limite, les jumpers ils ont plus de présence à l'écran. L'équipe est ainsi constituée pareil, un militaire qui n'aime pas suivre les ordres, qui n'hésite pas à se sacrifier au besoin, qui pige rien au discours scientifique, fait des blagues et cherche à toujours être positif. O'Neill, Mitchell ou Shepard. Le scientifique de l'équipe qui est toujours là pour sauver tout le monde avec son ordi, et qui est toujours négatif, c'est McKay mais aussi Carter. Ware qui est une chef qui doit toujours prendre des décisions en sachant qu'elles seront remises en question par la commission, et qui fait toujours les choix humains et réfléchis, tout comme le général Hammond. Teyla qui sait se battre et est source d'informations sur les peuples rencontrés, comme Teal'c. Elle est là pour donner un historique inconnu pour les humains de la Terre. Stargate a toujours eu des personnages féminins forts, et elle est le miroir de Carter, qui montre que même en étant une femme, on peut bolosser n'importe quel mec. Pour Carter, je pense notamment à l'excellent épisode de la saison 1 avec les Mongols, et pour Teyla, l'épisode Soupçon, où elle tient tête à un race toute seule. Donc qu'on vienne pas me dire que Stargate était à la ramasse à l'époque sur ce sujet-là. Et pour finir, on a Beckett qui reprend le poste de Frasier, qui fut pour les producteurs la révélation du pilote. Lui qui devait être un perso hyper secondaire a été adoré par les fans et devient très vite un perso régulier. Ce sont tous des variants de la série originelle, mais heureusement, le point fort de cette série, c'est aussi ses persos. Ouais, tu vois, j'y viens au point positif. J'y viens. C'est le point de différenciation avec SG1 qui lui donne sa force. Il y a plus de personnages et interagissent beaucoup plus ensemble.
alors qu'SG1 avait plus tendance à se reposer intégralement sur ses 4 persos principaux. Et chaque perso a son tandem. McKay et Zelenka sont parfaits, ils se renvoient souvent la balle et forment une équipe à part. Ware et Aline, Shepard et Bates, Tayla et son pup, il y a une myriade de persos secondaires. On n'est plus sur une seule équipe, mais sur une expédition qui cherche sans arrêt à régler les problèmes qui leur tombent dessus. Chose que l'on retrouvera dans Universe. La force de cette franchise a toujours été ses personnages, et même s'ils sont tous des variants, ils arrivent tous avec le temps à avoir leur personnalité propre. Cette série se veut aussi moins sérieuse et s'éloigne suffisamment de sa grande sœur pour être intéressante. McKay est sûrement le personnage le plus intéressant, mais aussi le plus chiant. Et j'adore l'équipe qu'ils font avec Shepard, qui m'a beaucoup rappelé ce duo Jack et Daniel, qui s'adorent, mais comme deux frères. Je regrette quand même l'absence de vie privée ou d'historique pour les personnages car ça reste très vague pour chacun. Et c'était déjà le cas dans SG1, avec des persos qui au final ne vivent quasiment que pour leur travail. Deuxième défaut, l'image qui oscille entre beau et très moche. En tout cas pour la version SD qu'on trouve sur les DVD ou quand c'était diffusé à la télé. Stargate Atlantis est une des toutes premières séries à être tournée entièrement en numérique. Star Wars 2 avait convaincu tout le monde et ils ont décidé de reprendre la même caméra, la Sony F900. Caméra qui est un espèce de prototype qui peut filmer jusqu'en 1080p. Ce qui était une révolution pour l'époque. Mais c'était aussi faire différemment des autres. Pendant très longtemps, ça a été vraiment mal vu de tourner en numérique. Même en 2013, j'ai croisé des personnes du cinéma français qui me soutenaient que la pellicule ça resterait quoi qu'il arrive le vrai cinéma. Que le numérique, c'était pour les cassos. Faire du numérique dans les années 2000, c'était comme aller à contre-courant. Bon, revenons à Atlantis maintenant. Avec des lumières artificielles bien voyantes et qui sonnent trop souvent studio, la lumière dans la série est un gros problème. Les caméras numériques sont beaucoup plus sensibles à la lumière que la pellicule. Donc il fallait réapprendre aux chefs-op et aux équipes à éclairer en studio avec des caméras numériques. Mais quand on voit la version HD, c'est pas du tout la même. C'est carrément canon. Ce qui est marrant, c'est que la lumière utilisée donne un côté vintage et pellicule très prononcé. À l'époque, pour les tournages en pellicule, ils utilisaient du tungstène ou du néon. Et ça donne ce côté granuleux qui casse le côté numérique. J'insiste là-dessus car depuis le début des tournages en numérique, on cherche à casser ce côté trop parfait de l'image en y rajoutant des filtres qui simulent la pellicule. Alors que la solution est peut-être d'utiliser le même type d'éclairage qu'en pellicule. Là encore, 20 ans plus tard, Stargate nous donne de bonnes leçons de cinéma. Qui n'étaient pas forcément fait exprès, mais c'est le résultat qui compte, hein. Sur ce point, elle contraste énormément avec sa série d'origine. Au revoir le complexe souterrain, ici la série baigne dans la lumière du soleil presque constamment. Franchement, je suis sûr que si on réunissait tous les fans de Stargate, au moins 90% d'entre eux n'ont pas vu cette version HD. En fait, il y a si peu de place sur un DVD que le flux vidéo n'aime pas les nuances de lumière ou de couleur qu'ils ont voulu mettre. Et tu vas me dire, il est où le point négatif là-dedans? Eh ben, quand tu tournes un film ou une série, tu penses d'abord au format final que le spectateur verra. Et sur ce point, ils n'ont rien fait. Mais ça, c'est pas nouveau, hein. Même par exemple pour la série Game of Thrones, avec l'épisode qui se passe dans la nuit, là aussi, ils n'avaient pas du tout prévu le format d'affichage qui arrivera aux spectateurs. Et ils ont fait n'importe quoi. Stargate Atlantis restera quand même une série en avance sur son temps en termes d'image. Mais c'était trop tôt. Ou alors fallait investir massivement dans des sorties Blu-ray. De plus, même en DVD, lorsqu'on a un plan à effets spéciaux, on voit tout de suite que la résolution elle descend d'un coup. Pour cette saison 1, il faisait tous les effets spéciaux en qualité SD. Mais là, c'est l'époque et le manque de budget qui les freinent. Stargate Atlantis est si proche de sa série d'origine qu'elle hérite aussi des problèmes de sa grande sœur. Des scénarios souvent trop lourds pour juste 40 minutes qui les obligent à trouver la solution un peu à la dernière minute. Mais ça m'empêche pas de rêver à une intégrale en 4K remasterisée intégralement et en version longue. À l'époque, ce qui m'avait laissé sur ma faim pour cette saison, c'est le peu de découvertes vraiment majeures. Il y a quelques technologies par-ci par-là, mais franchement, elle est où l'usine à créer des EDPZ et des drones? Normalement, la cité devrait regorger de toute la connaissance des anciens, comme des boucliers ou savoir comment créer des vaisseaux de style Aurore de A à Z. En même temps, le scénario les oblige un peu à ça. Par contre, pour les drones, là, ça me semble vraiment imparable, hein, parce que un vaisseau, ça a des ravitaillements, mais là, c'est une cité de la taille de Manhattan. Normalement, tu ravitailles pas ça, ça se crée directement sur place.
C'est une série plus nerveuse et qui a réussi avec le temps à se détacher de sa grande sœur et d'être très appréciée par les fans. Cette saison 1 est marquante car elle est plus sur le terrain et la découverte de différents peuples qui subissent tous les Wraiths depuis toujours. Et il y a des épisodes vraiment très bons. 38 minutes qui est un quasi huis clos à l'arrière d'un jumper. Invulnérable aussi. En fait, j'aime beaucoup tout ce début de saison car ça se concentre sur la vie qui s'établit dans cette cité ancestrale et qui est encore mystérieuse. Et ça, on ne le retrouvera plus du tout dans les saisons suivantes. Alors que c'était quand même mieux maîtrisé dans l'univers. Après 2 saisons, on a l'impression qu'ils ont visité que 10% du vaisseau. Alors que pour Atlantis, il y a quelques trucs qui changent dans la saison 2 parce qu'ils ont enfin un E2PZ. Mais il n'y a pas grand chose non plus. J'aime beaucoup le double épisode en pleine tempête où l'enjeu est le rééquilibrage des forces en présence. Ils ont d'ailleurs utilisé le même moteur graphique que le film En pleine tempête. Aujourd'hui ça a très vieilli, mais j'avais trouvé ça ouf à l'époque, la modélisation de l'eau, des vagues et du vent. Là aussi Stargate était en avance sur son temps car c'était la première fois qu'on utilisait des effets spéciaux de films pour une série. En règle générale, les épisodes avec les Jedi sont ceux qui m'ennuient le plus. Ça, quelle que soit la saison. Sûrement parce que la plupart des épisodes qu'ils font avec eux sont les épisodes avec le moins de budget. Duel aussi, que j'adore et qui a une construction typique de Stargate, avec cette équipe constituée à moitié de personnages inconnus. Ces mêmes personnages qui sont là pour mourir, et à la fin, il ne reste que nos 2 personnages principaux. Mais j'aime beaucoup cet épisode avec ce Wraith qui refuse de mourir, et McKay au pied du mur qui sort pour la première fois de son statut de simple scientifique que l'on doit protéger. Le Grand Sommeil aussi qui nous montre comment vivait la cité à l'époque des anciens. C'est la première rencontre avec le futur Merlin et Janus, créateur de la machine à remonter le temps. Mais ce qui me fait rire dans cet épisode, c'est que à chaque fois elle parle comme si elle avait 40 ans de plus. Alors que techniquement, avec toutes les sorties de Stas cumulées, elle doit avoir quoi, 1 an de plus que Ware ? Pensez-y lorsque vous le reverrez. Ou encore, dernier message qui est vraiment émouvant et avec beaucoup d'humour. Beckett qui dit au revoir à sa mère, McKay à sa sœur, Ford qui finalement nous dit au revoir sans qu'on le sache. Dans cet épisode, on creuse les personnages pour se préparer à la fin possible de l'aventure qui arrivera avec le double épisode final. Ce satellite des anciens qu'on aurait aimé voir plus longtemps tellement qu'il est surpuissant, et ce plot twist de leur connexion avec la Terre qui va potentiellement tous les sauver. Et ça, je me souviens que c'était un élément qui m'avait surpris, c'est un retour inattendu après toute une saison coupée de la Terre. Et ce double épisode envoie vraiment du lourd en termes d'action. On peut même considérer que c'est 5 épisodes à la suite. Là par contre c'est un très bon point que Stargate Atlantis nous donne, elle ose faire des épisodes qui se suivent franchement, et qui donneront des fins de saison épiques par la suite. Alors qu'SG1 avait toujours du mal à faire plus de 2 épisodes qui se suivent. Mais bon là, c'est aussi la modernisation des séries qui permet ça. Pour le prochain épisode, on parlera des méchants, je suis le méchant, des nouveaux persos et du passage à la maturité pour Stargate Atlantis dans la saison 2. Et dernière chose, si vous avez un seul truc à acheter cette année, c'est l'édition Blu-ray de Stargate Atlantis. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Moi qui connais la série par cœur, ça m'a permis de la redécouvrir et surtout de voir toute une myriade de petits détails que j'avais pas vu avec ma version DVD. Bon, maintenant, moi, je vais me faire un sandwich au poulet. Salut!